Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Anthropologie critique. Collection dirigée par Monique Selim. Cette collection a 4 objectifs principaux. Renouer avec une anthropologie sociale détentrice d'ambitions politiques et d'une capacité de réflexion générale sur la période présente. Saisir les articulations en jeu entre les systèmes économiques devenus planétaires et les logiques mises en œuvre par les acteurs. Étendre et repenser les méthodes anthropologiques dans les entreprises, les espaces urbains, les institutions publiques et privées, les ONG, etc. Étudier les processus globalisés de numérisation et analyser leurs modes différentiels de subjectivation. Derniers ouvrages parus. Catherine Deschamps, Barbara Morovitch. Espace. Espace et lieux en partage, 2021. Louis Moreau de Belin. Terrain et idéologie. Théorie et pratique, 2021. Bernard Ours, Monique Selim. L'Empire de la morale, 2020. Mohamed Mebtoul. Liberté, dignité, algérianité. Avant et pendant le Irak, 2020. Monique Selim, sous la direction. Anthropologie d'une pandémie, 2020. Louis Moreau de Belin. Épistémologie des sciences sociales, 2020. Monique Selim. Anthropologie globale du présent, 2019. Pascal Apsy, Françoise Bourdaria, Isabelle Guérin. Figures anthropologiques de la domination, 2019. Margita Zimmermann. Au bord du silence. Souffrance psychique, corps et handicap en France, 2018. Paolo Grassi. Terreur à Guatemala-Ville, conflits territoriaux, violences et gangs, 2018. Sous la direction de Antoine Hemeryck et Pascal Fellina. L'environnement entre lutte et patrimoine. Cet ouvrage a été publié avec le soutien de la Faculté Société et Humanités de l'Université de Paris et du Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, CESSMA, UMR 245 IRD, Université de Paris INALCO. Nous les en remercions. Introduction. Antoine Hemeryck, Pascal Fellina. Les changements environnementaux, les craintes profondes qu'ils ont engendrées et leur instrumentalisation ont une histoire longue qui remonte au moins au début de la colonisation, au XVe siècle, Fresso Locher 2020. Ce sont également des moments particulièrement propices au réaménagement des ordres sociaux, économiques et politiques. La situation est sensiblement différente aujourd'hui, dans la mesure où le risque écologique est devenu systémique, menaçant la pérennité de la vie biologique sur Terre et que la conscience de ce danger est sans doute plus répandue dans les populations. En outre, en un demi-siècle, l'environnement est passé du statut de cause de mobilisation sociale parmi d'autres à celui de cadre de redéfinition du monde social. La guerre froide, la lutte hégémonique entre les deux grands blocs, la croissance, la productivité, la consommation comme mode de hiérarchisation et de réalisation de soi laissaient largement de côté les problèmes d'usure de la nature. Si, dès les années 1960, plusieurs vagues de contestation ont émergé, c'est à partir des années 1970 que la cause pour l'environnement devient globale avec l'apparition d'organisations non gouvernementales dont Greenpeace est probablement la plus connue. En rupture avec les usages feutrés et élitistes des vieilles organisations de conservation, comme le Sierra Club, elles utilisent des techniques de communication qui font émerger un nouveau militantisme écologique dans une logique de spectacle. Depuis, l'environnement n'a cessé de progresser et il est aujourd'hui partout présent. En attestent les sommets de la Terre depuis 1972 à Stockholm et plus récemment 1995, les conférences des États signataires COP en anglais. Si les premiers suscitaient de grands espoirs de changement, les seconds déçoivent de plus en plus avec des États qui s'affichent clairement comme les partenaires assumés des grands acteurs de la pollution. Il semble exister un corollaire entre l'action limitée des pouvoirs publics et la conscience écologique qui s'est développée dans le monde comme l'illustrent les innombrables mouvements de contestation à l'instar de l'un des plus récents, Youth for Climate. Sur un plan politique,
Le bloc climato-négationniste, apparu dans les années 1960 aux USA, a changé de discours en quelques années, y compris les GAFAM, et prône maintenant des aménagements des modes d'exploitation et de production. Seuls des partis politiques d'extrême droite nient encore l'impact des activités économiques sur le climat en présentant cet état de fait comme un artifice qui viserait à masquer une conspiration pour créer en Europe un nouveau califat. Zetkin Collectif 2020. Pour autant, ceci ne les exempte pas de se situer par rapport à l'environnement et ils restent contraints de produire un contre-récit, aussi absurde soit-il. Exception faite de ce courant, les positionnements idéologiques dans le champ politique ne se jouent plus dans la reconnaissance-négation de la dégradation de l'environnement sous l'effet du capitalisme, mais dans les réponses qui lui sont apportées. Si l'intoxication de la nature fait peser un risque écosystémique à l'ensemble de la planète, il représente également une menace pour la pérennité du capitalisme et sa structure de pouvoir. D'une part, les responsables de la pollution pourraient se voir condamnés à rembourser les dégâts causés à l'environnement sous la forme d'une dette, notamment avec l'émergence de la notion d'écocide. De l'autre, elles sont exposées à la menace d'un arrêt partiel voire définitif de leurs activités. C'est pourquoi des réponses ont été apportées, Émeric 2021. Les discours de contestation écologique ont en effet été adoptés par ceux qui en étaient la cible, afin de proposer une alternative et d'empêcher que la sanction ne devienne réalité. Toutes les grandes organisations économiques aujourd'hui proposent des produits qui intègrent cette dimension biomorale. Elles participent à des projets de réhabilitation des écosystèmes, affichent une diminution fréquemment en trompe-l'œil de leur bilan carbone, bien souvent avec le concours d'ONG ou directement grâce à leurs fonds caritatifs. Aujourd'hui, on peut acheter des sacs plastiques biodégradables, réduire sa consommation d'eau, adopter un style de vie bas carbone, utiliser des trottinettes ou des voitures électriques surchargées de métaux rares dont l'extraction implique la destruction des écosystèmes. Le greenwashing est devenu une pratique systématique et elle est adossée à une puissante industrie représentée, entre autres, par de grandes ONG telles que WWF, The Nature Conservancy. Il reste que freiner l'émergence d'une opposition organisée et de plus en plus active comme l'illustre Youth for the Climate, n'est pas une solution à long terme. D'autant plus qu'elle pourrait devenir une menace, notamment à travers les campagnes de boycott. Dans ce sens, la violence avec laquelle les États combattent les mouvements écologistes, des ONG comme Extinction Rebellion aux zones à défendre, montre leur rôle essentiel dans le maintien du statu quo. Mais cette violence illustre également la fragilité de cette position. En toute logique, les grands groupes économiques tentent de dépasser cette situation par la création de solutions de substitution. Ainsi, comme le montre Bernard Ours, l'intégration récente de la question environnementale par les acteurs les plus importants du capitalisme se laisse entrevoir dans un mouvement qu'on résumera en deux étapes. D'un côté, celui du marché qui entend devenir société puis la force motrice de son environnement. De l'autre côté, de grandes entreprises qui, après avoir développé l'idée d'une gouvernance par l'intégration des parties prenantes, FAIR 2017, se pensent désormais comme des écosystèmes naturels, qui enveloppent les sociétés dans leur ensemble et en deviennent le principe directeur. Si l'environnement est un champ de lutte, on peut observer dans une perspective plus générale qu'il se situe à la charnière d'une concaténation de clivages idéologiques. En partant principalement de l'exemple de la France, Monique Selim montre l'importance de la moralisation dans ce paysage où hystérie et apathie semblent se succéder dans une boucle sans fin. L'optique du soin qu'il faut apporter à l'environnement et à la société tend à reléguer le conflit à un plan secondaire. Quant aux identités qui y prennent place, elles sont l'objet d'une naturalisation polyvalente qui peut aller de l'image idyllique, de la réconciliation avec la nature comme dans le cas des peuples autochtones, ou, à l'inverse, manifester des exclusions strictes de figures de l'ennemi comme avec le terroriste islamiste. Avec la pandémie de Covid-19, la société française tend à devenir une république à la fois thérapeutique, identitaire et autoritaire, menacée par toute une gamme de figures symboliques. Les jeunes, les complotistes, les terroristes, etc. Les mobilisations pour l'environnement forment désormais une galaxie, tant et si bien qu'il devient quasiment impossible d'en donner une image d'ensemble cohérente et intégratrice. Certaines d'entre elles ont parfois des dénouements réussis,
comme dans le cas de l'opposition à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes en France. D'autres, aussi importantes que la coupe sauvage des forêts primaires en Roumanie, ne parviennent pas à s'installer sur la scène publique en dépit d'une couverture internationale respectable et d'un contexte national favorable. Diana Margarit apporte un éclairage sur cette situation paradoxale. En s'appuyant sur les théories politiques du cadrage et de la structure d'opportunité, elle souligne l'importance de l'articulation entre formes de mobilisation et configuration politique générale. L'environnement est étroitement lié à la notion de patrimoine. Si virtuellement, il n'existe pas d'objet qui ne puisse être inclus dans le mouvement de marchandisation du réel qui accompagne la globalisation, il en va de même pour la patrimonialisation, Bazin 2014. C'est un paradoxe assez rarement souligné. Par conséquent, il importe de le saisir dans une acception large qui corresponde à l'ensemble des pratiques et institutions où il est impliqué. En outre, sa signification peut être assez semblable à celle de capital économique ou de propriété. On parle en effet de patrimoine des États, des entreprises ou individuels. Le brevetage génétique des formes vivantes et des processus biologiques naturels en donne un bon exemple car ils sont exposés à devenir un patrimoine économique privatisé et exploité dans les recherches sur les biotechnologies, Torgman 2021. Mais ils peuvent également être considérés comme un élément du patrimoine de l'humanité, comme pour la biosphère, même si l'affirmer en l'absence de contraintes juridiques claires reste un vœu pieux. Cependant, on ne peut dissocier la dimension sociale, politique et économique de l'environnement et du patrimoine. Voilà pourquoi on observe des oppositions entre intérêts divergents dans ce cadre. Avec la disparition du bloc communiste et l'intégration des pays de l'Europe de l'Est à l'Union européenne, des zones entières de ces régions se sont trouvées dans le dénuement le plus total. L'ouverture à la concurrence internationale a rendu une large part de l'ancienne industrie obsolète. Dans ces conditions, le développement durable sert de substitut au récit communiste. Comme le montre Anna Pascu, l'idée est de développer des activités moins polluantes et prétendument plus respectueuses de la nature, comme le tourisme et les services. En tant que projet, le patrimoine se présente ici comme un mode de marchandisation d'objets, de pratiques et de lieux à forte valeur symbolique et représentative. Cependant, dans cette situation marquée par le chômage et la désertion des plus jeunes partis trouver un emploi à l'Ouest, il est saisi par des acteurs locaux comprenant des élites culturelles autant que des églises à des fins totalement différentes. Il s'agit de réhabiliter des groupes sociaux hier glorifiés et aujourd'hui relégués, de dépasser les clivages hérités du passé par la création de liens de solidarité et la valorisation d'histoires individuelles et collectives dans le but de créer un lien social dans ces territoires abandonnés du post-communisme. Ce faisant, il se substitue dans une large mesure à un État largement démissionnaire, certaines actions de l'Église relevant de l'aide sociale, éducative et psychologique. Au niveau des relations internationales, en dépit d'un consensus apparent peu favorable au changement, on observe une reconfiguration remarquable. En effet, la diplomatie, les partenariats multilatéraux sont l'objet d'une activité qui accompagne les risques environnementaux et la question du renouvellement des énergies. Pour les grands États, du fait de l'étendue de leur territoire, la question est particulièrement sensible. Elle nécessite la préservation de certaines ressources comme l'eau, la recherche de nouveaux sites à exploiter pour maintenir ou augmenter l'extraction de matières premières et entraîne un investissement dans les nouvelles technologies, comme l'hydrogène, ou les biotechnologies, Torgman 2021. Dans cette perspective, comme le montrent Stavri Parastatov et Constantin Pilipiliadi, le cas de la Russie est riche d'enseignements. Cet État, plutôt connu pour ses exportations de ressources en énergie polluante, a intégré lui aussi cette dimension nationale et géopolitique en revoyant ses collaborations régionales et en mettant en œuvre de nouvelles constructions institutionnelles, notamment avec les acteurs économiques privés ou de grands ensembles comme l'Union européenne. Le cas spécifique de l'agriculture en Argentine, abordé par Pascal Fellina, est riche d'enseignements, car il permet de mettre en évidence un ensemble d'impasses théoriques et pratiques de l'économie environnementale. Le paysage agricole de ce pays est en effet marqué par une hégémonie de la production de soja transgénique.
L'usage massif de cette biotechnologie engendre de nombreux problèmes environnementaux et sociaux, tels que la pollution et l'utilisation intensive des sols, la réduction de la biodiversité, la concentration de richesses. Or, sortir de cette impasse pose de nombreux problèmes qui impliquent le dépassement d'une vision simple de la régulation par des incitations telles que la taxation, ou par des mesures d'accompagnement. Sortir de cette impasse nécessite, entre autres, une prise en compte de la dépendance de l'État à une ressource qui compte pour 25% de ses exportations, et des alliances sociopolitiques sous-jacentes à une telle configuration économique. Sans cette appréhension exhaustive, toute tentative de régulation est condamnée à s'enfermer dans des solutions aporétiques. L'environnement apparaît également dans les décombres de l'ancienne civilisation industrielle et socialiste, comme le met en évidence l'analyse du parc Vakareshti. Projet communiste abandonné, le lac de rétention d'eau est devenu une réserve naturelle de biodiversité. Selon Carmen Rafanel, celui-ci concentre aujourd'hui un ensemble de problématiques nouvelles liées à la gestion de la nature dans l'urbain. La valorisation de la nature en ville forme une opportunité pour les administrations locales dans un contexte de concurrence internationale entre grands centres urbains. Par conséquent, la novlangue qui s'impose sous le terme de développement durable n'est pas ici antithétique de la gouvernance néolibérale urbaine, bien au contraire. Cela dit, une telle logique engendre un processus de normalisation et des conflits entre des acteurs locaux, notamment entre les ONG et les anciens propriétaires de parcelles du lieu. Les premiers font appel à une nature magnifiée et standardisée afin de répondre aux exigences du marché de l'altérité de la nature, un espace où l'on n'entre que subrepticement. Seul leur professionnalisme permettrait de conserver ce lieu convenablement. À l'inverse pour les seconds, la restitution de leur propriété accaparée par le communisme leur permet de vivre dans une nature aménagée par leurs soins. D'une certaine façon, cette logique rappelle fortement celle des opérations de mise en parc de la nature, hors de l'Europe, et les conflits très violents entre les ONG et les États d'un côté, et les autochtones parfois aidés par d'autres organisations de l'autre, Blanc 2020. Cette logique de patrimonialisation est donc ouverte à de multiples conflits. La contribution de Maria Mateoniu met en évidence la problématique du patrimoine dans l'histoire longue des anciennes usines d'exploitation de charbon de la vallée du Jiu en Roumanie. Certes, celles-ci représentaient une source d'énergie indispensable à l'économie du pays, mais aussi un patrimoine politique et culturel pour l'État socialiste qui, par leur développement, était censé prouver sa supériorité sur le capitalisme et justifier sa domination vis-à-vis de la population. Or, ce patrimoine s'est érigé sur l'effacement d'un autre patrimoine économique et culturel, celui des populations paysannes harcelées et expropriées. Plus encore, l'effacement de ces populations était la condition d'existence d'un développement de l'industrie minière. Avec la disparition du communisme, le stakhanovisme laisse la place au développement durable. Mais les projets touristiques globaux impulsés par l'Union européenne, qui eux-mêmes se déploient sur la destruction de l'ancien tissu industriel, restent largement étrangers aux pratiques et aux attentes locales. Dans cette conjoncture, des entrepreneurs locaux émergent à la fois sur le plan économique, patrimonial et religieux, avec l'idée de réhabiliter une région. L'environnement et le patrimoine font également appel à la question de la propriété. Cornel Micu s'attache à mettre en lumière une construction de la propriété, éloignée des conventions juridiques habituelles à partir de l'exemple d'une région de Roumanie. À travers plusieurs vagues historiques, au cours desquelles les différents pouvoirs ont tenté d'entraîner l'assentiment des masses paysannes, il montre qu'il n'a jamais existé de définition claire de la propriété. Puis, avec la venue du communisme et du post-communisme, la construction de droits de propriété est restée assez floue. Aujourd'hui, l'exploitation des terres, leur partage, les ventes et les dons fonctionnent selon des arrangements locaux où le droit ne semble qu'un paramètre plutôt flou parmi d'autres, la logique étant davantage celle d'une négociation. Cet ouvrage propose une lecture d'une transformation des contenus et des contenants sociaux du monde contemporain, sous la pression de l'environnement. Les auteurs qui relèvent de diverses disciplines, anthropologie, économie, géographie, histoire, tentent d'apporter des éclairages sur la dynamique des changements actuels où se mêlent nature, patrimoine et lutte sociale.
On y trouvera des réflexions théoriques et des analyses pratiques sur des terrains aussi variés que l'Argentine, la France, la Russie et la Roumanie. Cette dimension comparative et pluridisciplinaire trouve son intérêt dans la saisie d'une pluralité des modes d'internalisation des changements en cours. REFERENCES bibliographique. Blanc-Guillaume, 2020, L'invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, Paris Flammarion. Bazin-Laurent, 2014, Anthropologie, patrimoine industriel et mémoire ouvrière. Vers une recontextualisation critique, L'homme et la société numéro 192, 2, pages 143 à 166. Feher-Michel, 2017, Le temps des investis. Essai sur la nouvelle question sociale, Paris, La Découverte. Fresso Jean-Baptiste, Locher-Fabien, 2020, Les révoltes du ciel. Une histoire du changement climatique 15e-20e siècle, Paris, Seuil. HEEMERYCK Antoine, 2022. Quelle est la nature de l'environnement aux yeux du capitalisme? L'homme et la société apparaître. TORDJMAN Hélène, 2021. La croissance verte contre la nature. Critique de l'écologie marchande, Paris, La Découverte. Zetkin Collectif 2020, Fascisme fossile. L'extrême droite, l'énergie, le climat, Paris, La Fabrique. De la guerre froide au réchauffement climatique. Développement, ANTIENVIRONNEMENTALISME et gouvernance bionumérique. Antoine HEEMERYCK. Parler de développement aujourd'hui, c'est un peu comme porter la conversation sur un ancêtre lointain dont on ne pourrait jamais faire le deuil. Il possède en effet cette double caractéristique d'être à la fois éculé et actuel. Sans doute, sa capacité à embrasser un vaste espace sémantique explique-t-elle cette résurrection continuelle car il permet de développer à peu près tous les aspects de la vie sociale. Des photos, une masse musculaire, l'intelligence, un portefeuille d'action. Et c'est justement parce qu'il a traversé des époques différentes, qu'il mélange l'ancien et le nouveau, qu'il paraît tendanciellement atemporel et naturel. De ce fait, il pose un voile d'opacité sur les réalités sociales, politiques et économiques hétérogènes qu'il recouvre. Si le terme est aujourd'hui encore utilisé, c'est parce qu'il fait référence à un imaginaire, à un ensemble de symboles, de croyances et à une économie morale spécifique qui se sont lentement effritées. On apprécie souvent le capitalisme dans un sens étroit de production de valeur et d'exploitation des ressources. Toutefois, la signification qui lui est donnée est non moins importante que son fonctionnement même. Il ne pourrait exister sans des efforts incommensurables pour convaincre de son bien-fondé. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut évoquer la croissance infinie, la création de nouvelles technologies, l'établissement et le respect d'un ordre social légitime mêlant à la fois la méritocratie et l'indépendance gagnée par le travail, un moyen efficace d'assurer la sécurité matérielle et existentielle des populations, une consommation exponentielle donnant le sentiment d'un assouvissement potentiel de désir et de liberté. Cet imaginaire est supposé être synonyme d'abondance et d'épanouissement pour l'humanité. Le progrès embrasse cet ensemble de significations, en lui attribuant une connotation morale positive. Dans cette logique, le développement c'est le progrès et par extension le bien. L'anti-développement en revanche, est une survivance archaïque et anti-moderne. La véracité de ces slogans nous intéresse moins que les croyances qu'elles génèrent. Dans ce sens, le développement s'est présenté comme le véhicule du capitalisme pour une période relativement longue en dépit de promesses non tenues. Dans la mesure où d'autres notions occupent depuis quelques décennies le champ de la politique, comme celle de gouvernance ours 2012, par effet d'usure, il a fallu lui accoler un adjectif rajeunissant. C'est pourquoi à partir du début des années 1990, on parlera de développement durable. Expression oxymorique s'il en est, car le développement par nature ne peut être durable. Ces termes apparaissent concomitamment à une prise de conscience globale des effets toxiques du capitalisme sur l'environnement, reconnue par les États au sommet de la Terre en 1992. Par conséquent, on peut se demander si ce qui se joue derrière la montée en puissance de ce terme n'est pas le refoulement de l'incompatibilité entre la pérennité de la vie biologique et celle du capitalisme,
contradiction qui a été longtemps masquée derrière l'idée de développement. Il est indubitable que ce système politique et économique menace l'existence de nombreuses espèces parmi lesquelles se trouve l'humain. Plus précisément, la nature dépérit sous le poids d'une croissance constante qui implique une exploitation et une dégradation environnementale systématiques. Plus récemment, la visibilité de plus en plus grande de cette antinomie a mené au glissement du développement durable vers celui du capitalisme vert, une notion qui tend largement à devenir hégémonique. Nous sommes désormais pleinement entrés dans l'ère de la croissance verte, impulsée par le Green New Deal, alimentée par des innovations technologiques audacieuses telles que l'envoi de nanoparticules de soufre dans l'atmosphère pour réduire l'impact des rayons du soleil et l'augmentation de la température terrestre, ou encore la création d'enzymes génétiquement modifiées pour dévorer le plastique ou produire des biocarburants. Ces projets font aujourd'hui l'objet d'investissements faramineux. Ce nouveau paradigme se présente dans une continuité relative avec la période de la guerre froide, notamment en ce qu'il s'appuie sur une croyance enracinée dans la technologie et la production comme instrument unique pour sauver la planète. L'actualisation de cet imaginaire est le produit des alternatives que le capitalisme propose à sa propre fin. Cette réflexion tente de saisir cette évolution du développement vers le refoulement de la contradiction entre capitalisme et nature, dans le cadre de plus en plus contraignant d'un effondrement environnemental général. Elle est construite en 3 temps. Tout d'abord, nous reviendrons sur les origines du développement en nous concentrant sur son message vis-à-vis des populations des pays de l'Ouest. Ensuite, nous aborderons la contre-révolution qui s'est mise en place à partir des années 1970 en opposition au mouvement environnementaliste aux États-Unis. Des forces se mobilisent alors pour neutraliser la contestation. Nous présenterons ces héritages multiples. Dans un 3e temps, nous verrons comment la pandémie de Covid-19 dévoile une crise profonde qui appelle une action puissante. Celle-ci vise la restauration morale du capitalisme et l'imposition d'une nouvelle forme de société s'appuyant sur une gouvernance autoritaire, biopolitique et numérique. Quelle croyance pour les Occidentaux ? Le développement est une doctrine née dans les capitales des empires coloniaux britanniques et français, dans les années 1930. Il est alors pensé comme un instrument permettant de rétablir leur hégémonie sur les colonies. Les revendications sont de plus en plus nombreuses, en particulier dans le domaine du travail et de la politique avec des demandes d'indépendance ou d'accès à la citoyenneté. C'est en 1940 qu'est créé le Colonial Development and Welfare Act, et en 1946, le Fonds d'investissement pour le développement économique et social, Cooper 2010. Toutefois, dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale, marqué par la décomposition avancée des anciens empires européens et par la disparition de l'ancien bloc fasciste, les États-Unis se trouvent en position de force. Ce sont eux qui vont adopter et diffuser le développement à travers le monde non communiste. En sciences sociales, le discours d'investiture du président Truman, 1949, est considéré comme la synthèse doctrinaire la plus claire du développement. Celui-ci a plusieurs fonctions. Il permet aux USA de se présenter comme une puissance impériale bienveillante, tout en s'opposant à l'Empire soviétique. Il est affirmé que c'est la pauvreté qui mène au communisme, et que le développement est le meilleur moyen d'y échapper. C'est aussi une manière de se définir soi-même par rapport à sa population, et à ses alliés de l'Ouest. Plus qu'un discours, c'est une synthèse qui reprend des idéologies états-uniens comme l'American Way of Life avec des principes anti-autoritaires affichés, garantis par l'élaboration et le respect de la Constitution et des droits, la recherche du bonheur, la liberté sous toutes ses formes. Mais il fait également référence à l'exceptionnalisme états-unien et à sa mission prophétique de guide du monde vers la terre promise. Voilà pourquoi, à l'exclusion des États-nations communistes, le développement met toutes les sociétés humaines sur la même trajectoire évolutive, dont le stade final est un modèle de société occidentale hypostasiée. En effet, le modèle américain lui-même n'embarque pas l'ensemble de sa population dans le même bateau. Les minorités raciales, pour ne prendre qu'un exemple, en sont largement exclues. Mais toutes les nations n'en sont pas au même stade d'avancement. Si la dichotomie entre société civilisée et société colonisée disparaît, c'est pour réapparaître sous une autre forme, celle des pays développés et sous-développés.
Cette division est construite sur un paternalisme assumé. La volonté d'administrer une part toujours plus grande de la planète se perçoit également dans la mise en place du système financier de Bretton Woods avec ses organes bureaucratiques comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le modèle de bonne société s'exprime dans l'idiome économique. La croissance, la production, la productivité, le PIB habitant sont les indicateurs les plus importants de la santé d'une société, synonyme de bonheur existentiel. Nous sommes dans la continuité de l'idée d'industrialisation. L'État s'appuie sur la constitution du salariat. Il faut produire et pour produire, il faut augmenter le niveau d'éducation des populations, prêter attention à leur santé et à la natalité. La division du travail est de plus en plus avancée. Elle appelle une création de compétences spécifiques. Il faut également aménager le territoire avec des routes, des chemins de fer, des barrages, des villes, des cités ouvrières, etc. Nous sommes bien dans le cadre d'une civilisation technique, avec une forte croyance dans le progrès des technologies. L'idée de travail comme réalisation de soi et principe méritocratique de définition des hiérarchies est un opérateur de légitimation fondamentale. Dans cette organisation, la figure de l'ingénieur est centrale. Et cela ne concerne pas seulement le camp capitaliste. On peut rappeler que Lénine estimait que la société communiste serait achevée lorsque les agronomes et les ingénieurs la dirigeraient. De tous les pays d'Europe de l'Est, la Roumanie, où des ingénieurs ont été formés en masse, est peut-être le cas le plus visible. La croyance technologique partagée par les deux blocs s'illustre dans la guerre pour la conquête de l'espace. Cette période a été le théâtre d'avancées notables, en particulier sur le plan de l'éducation, de la production matérielle et des services de santé. Elle a également ouvert des possibilités de promotion sociale. Ce qui a entraîné des transformations sociopolitiques et des mobilisations qui, consciemment ou non, s'opposaient au développement. On observe en effet, à partir des années 1960, une multiplication des mouvements sociaux et de contestation dans les pays communistes comme dans les pays capitalistes et dans les anciennes colonies. Ces mouvements ébranlent les hiérarchies à tous les niveaux. Le mode de vie proposé aux Occidentaux, basé sur la famille nucléaire, le patriarcat, le conservatisme culturel, la consommation, le respect des statuts et des hiérarchies du travail est attaqué au cours de mobilisations collectives importantes. Dans les pays de l'Est comme dans les anciennes colonies, c'est souvent la lutte contre l'impérialisme qui est à la source de l'insurrection. La subversion prend plusieurs formes et s'appuie sur des idéaux de liberté et d'égalité. Mais si à terme, le capitalisme peut plus ou moins s'accommoder de ce type de contestation, il ne peut faire face à sa propre toxicité qui fait naître les mouvements de protection de l'environnement. Or ces derniers deviennent de plus en plus importants, jusqu'à apparaître avec éclat au début des années 1980 dans les luttes contre les essais nucléaires, les massacres d'animaux, etc. Contre-feu et investissements contestataires. C'est dans ce contexte que sont allumés des contre-feux. Le premier, l'un des plus importants, prend forme aux USA au début des années 1970. Il s'agit de l'Environmental Backlash, Orwell 1996. Cette mobilisation se déploiera en intensité et se diffusera à d'autres pays occidentaux dans les années suivantes. Dans les années 1960, s'observe une multiplication des mouvements de contestation de type écologique autour de la question de la pollution, du racisme environnemental et de ses répercussions sur la santé. Nous sommes encore loin des coups d'éclat médiatiques de Greenpeace et des Amis de la Terre des années 1980. Cependant, cette montée en puissance relative et ses victoires engendrent la formation d'un bloc historique, au sens d'Antonio Gramsci, visible dès les années 1970, où se rejoignent certaines forces du capitalisme américain. La mobilisation est alors puissante, tant sur le plan des sommes investies que sur celui des énergies mises à disposition. Composée de centaines de groupes, financés par de grandes organisations économiques, sa priorité est, comme l'affirme la Heritage Foundation, l'étranglement du mouvement écologique qui est la menace numéro 1 pour l'économie américaine, cité Infedel Bonneuil 2015/29. Ces organisations, pour se distinguer des mouvements écologistes, se diront pro-développement, tout comme les militants opposés au droit à l'avortement se disent pro-life.
Plusieurs tactiques vont être utilisées pour discréditer la contestation. Harcèlement physique, attaque en justice systématique contre toutes les organisations écologiques quelle que soit leur taille, négation de l'effet des activités du capitalisme sur l'environnement avec le soutien de scientifiques corrompus, imposition d'une approche des dégradations en termes coût-bénéfice, mise en concurrence de l'emploi et de l'écologie, alternative aux régulations institutionnalisées. La réaction à la réaction, pour reprendre l'expression de Grégoire Chamaillou, 2018, prend alors deux formes. La première intransigeante, la seconde ouverte aux aménagements. L'opération de propagande qui se met en place à partir des années 1960 est à la hauteur de l'enjeu. Toutes les entreprises vivant de l'exploitation fossile ou grandes consommatrices de ressources naturelles y jouent leur survie. La première stratégie consiste à nier l'impact du capitalisme sur l'environnement. Le réchauffement climatique serait une invention de mouvements écologistes illuminés, qui visent à remettre en cause les fondements traditionnels des sociétés occidentales, le travail, la liberté d'entreprendre, la famille, la nation. Plus encore, il sera proclamé et répété que puisque le CO2 est partout présent dans l'environnement, en dégager plus dans l'atmosphère, c'est aider la nature à se développer et être respectueux de la planète. Rapidement, ce mouvement enrichit la liste de ses ennemis symboliques, ce qui lui permet d'élargir la base populaire de la mobilisation. C'est potentiellement tous les mouvements sociaux émancipateurs qui sont visés. Écologistes, anticapitalistes, féministes, anti-famille, antiracistes, contre la race blanche et la méritocratie, syndicalistes, anti-entreprise. Désigner une palette d'ennemis est une technique efficace pour coaguler les groupes conservateurs éclatés dans une société. Dans ce sens, il est exemplaire que les intellectuels organiques du négationnisme climatique, à l'instar de Fred Singer et de Frédéric Setz, appartiennent à la mouvance politique conservatrice et anticommuniste. Ils ont largement été soutenus par les mêmes organisations au centre de cette mobilisation. Competitive Enterprise Institute, George C. Marshall Institute, Heritage Foundation. Des personnages comme George W. Bush, Donald Trump sont clairement les héritiers de cette reformulation politique. Si l'entreprise de moralité, Baker 1985, du climato-négationnisme a été en grande partie abandonnée par ses instigateurs, même récemment par les géants du numérique, elle a en revanche été adoptée par les mouvements politiques de l'extrême droite occidentale de deux façons. La première tendance affirme que le réchauffement climatique serait une invention qui masquerait une attaque contre la race blanche européenne par l'islam. Son intelligentsia écume la presse et les bibliothèques. On peut citer Gisèle Littmann, autrice de Eurabia, by Year 2005, qui imagine une conspiration visant à faire de l'Europe une colonie arabe, Renaud Camus et le Grand Remplacement 2011. Selon ces auteurs et les tendances politiques associées, la véritable extinction n'est pas celle des espèces, mais de la race blanche sous la menace de l'islam et des invasions arabes. L'une et l'autre sont équivalentes dans ces discours. À travers ce prisme, ils expliquent que toute information sur la dégradation de la nature ne peut être qu'un complot international ourdi à cette fin et ne peut que confirmer la thèse initiale. Pascal Bruckner est probablement le doxosophe d'extrême droite qui a poussé le plus loin cette idée en France, Bruckner 2016. Politiquement dominé par le parti Prawo i Sprawiedliwość, droit et vérité, la Pologne en donne une illustration particulièrement frappante puisque le charbon y est devenu le symbole de la pureté ethnique et de la richesse du patrimoine national soumis à des conspirations diverses, menées par des coalitions agissant dans l'ombre, Zetkin Collective 2020. Au Brésil, Jair Bolsonaro affuble les mouvements environnementaux brésiliens du sobriquet d'activisme écologique chiite, idem, 198. Certes, l'extrême droite occidentale possède des instruments de disqualification rhétorique faibles intellectuellement, mais qui à force de répétition finissent par entrer dans le paysage politique, l'islamo-gauchisme et l'islamo-nazisme, par exemple, néologisme inventé par Pierre-André Taguieff. Tous reposent sur un mécanisme d'élaboration dont on retrouve des traces dans le judéo-bolchevisme et dans certaines formes d'antisémitisme, notamment le protocole des sages de Sion. Ces mouvements, parce qu'ils expriment le désir d'un retour à une communauté imaginaire épurée des déviants politiques et religieux, s'inscrivent dans une idéologie fasciste rénovée. La deuxième tendance a plus clairement adapté son discours aux enjeux écologiques présents.
Dans une tentative d'éco-moralisation de ses principes doctrinaires, l'extrême droite fait valoir qu'il doit exister une superposition entre le territoire et la nation, car seule l'appartenance à une nation ancienne et donc blanche, voire catholique, permettrait de développer en Occident un respect particulier pour la nature et les traditions nationales. Dans ces discours, les ressources terrestres sont considérées comme le patrimoine d'une identité ethnique ancestrale au même titre que les traditions culturelles, culinaires, les terroirs et autres paysages. D'où l'importance de combattre les migrations, voire d'en inverser les flux et de fermer les frontières nationales. C'est une actualisation qui a été adoptée en France, par le Rassemblement national par exemple. Mais une adoption en trompe-l'œil puisqu'elle ne vise qu'à trouver un nouveau tremplin à une ethnicisation des rapports sociaux, s'appuyant sur l'environnement. On peut relever ici que ces idées étaient déjà présentes d'une certaine façon dans les courants malthusianistes états-uniens, qui voyaient dans l'immigration et les communs la cause d'une raréfaction des ressources naturelles comme l'illustrent les 6 célèbres articles de Garrett Hardin, 1968-1974. L'extrême droite européenne leur a donné une forme adaptée à ces principes idéologiques en créant un lien entre patrimoine culturel et patrimoine naturel dans une logique d'opposition ethnicisée indépassable. L'autre face de cette contre-réaction est plus ouverte à la réforme. Elle propose quelques aménagements. C'est dans l'objectif de limiter les contraintes écologiques imposées au capital qu'est étendue l'idée de compensation-conservation, depuis quelques années. Ce mécanisme consiste à compenser la destruction d'écosystèmes soit par la réhabilitation d'autres espaces de biodiversité, soit par l'achat de titres auprès de banques spécialisées sur ce marché, titres zones humides, espèces en voie de disparition, etc. Nous sommes dans le prolongement de l'idée d'achat des droits à polluer présente dans le protocole de Kyoto, 1997. Ceci nécessite une évaluation-transformation de la nature par le biais du concept de service écologique. Ils peuvent concerner le filtrage des eaux, la séquestration de carbone, la production de plantes à usage médical ou cosmétique. C'est très précisément cette optique qui est promue aujourd'hui par les institutions multilatérales, par une partie des grands groupes économiques et par de très grosses ONG qui œuvrent dans ce domaine. Le capitalisme est dépendant de la nature à 2 titres. Il a besoin d'exploiter ses ressources pour produire et de son espace comme déchetterie. D'une manière plus exhaustive, on devrait inclure plus systématiquement l'humain dans cet écosystème dont il a besoin pour ses capacités de production, de reproduction, Federici 2019, et de consommation. Les crédits carbone transforment potentiellement l'ensemble de l'environnement en actifs financiers. De la sorte, le capitalisme renforce sa domination sur la nature qui devient, par ce biais, un vaste et prometteur marché financier, tout en intégrant partiellement le discours contestataire. Autrement dit, dans cette conception, le capitalisme absorbe la nature en s'imposant comme seul véritable écosystème. C'est cette solution qui est avancée pour sauver le patrimoine naturel de la planète, mais sans effet significatif sinon d'assurer aux grandes multinationales une extension de leur emprise sur le milieu par la mobilisation d'un éco-blanchiment philanthropique. In fine, ces nouveaux mécanismes multilatéraux tentent d'ajourner la fin des activités destructrices de l'environnement. Dans cette logique, elles peuvent effectivement revendiquer un bilan carbone équilibré, voire positif, alors que leur poids dans la dégradation de l'environnement ne fait qu'augmenter. Une alternative qui inclut souvent les crédits carbone a été avancée. Héritée de la colonisation, elle consiste à convertir en parcs des espaces dits naturels. Ce sont les ONG de conservation qui en sont à l'initiative. Elles proposent de clôturer et de faire surveiller des espaces riches en biodiversité, loués pour leurs qualités esthétiques. Le patrimoine naturel se verrait ainsi protégé, ce qui empêcherait l'évanescence de la biodiversité. Ces arrangements avaient pour but de freiner la nationalisation des parcs naturels en période d'indépendance des anciennes colonies, Blanc 2020. Pour comprendre les ressorts idéologiques de cette démarche et de la vision du monde qui les sous-tendent, il faut revenir aux prémices de la colonisation. En effet, l'inquiétude pour la disparition de paysages exotiques débute avec les premières découvertes d'îles tropicales au XVIe siècle. Dès cette époque, la dégradation de la nature est instrumentalisée politiquement, Fresso, Locher 2020. Mais c'est avec la colonisation de l'Amérique du Nord, puis du globe,
que deux constructions mentales de l'espace vont se rejoindre. La première voit dans le rapport que les autochtones entretiennent avec leur environnement un outrage à la morale et à la religion. La terre est dite wasted, terme anglais qui possède une double signification. À la fois laissée en jachère et gaspillée. Il convient donc de s'en emparer pour réaliser les œuvres célestes. La deuxième considère la nature sauvage, wilderness, comme une représentation de paysages exceptionnels avec ses animaux, ses plantes, ses insectes, etc. Pour assurer la pérennité de ces espaces, il faut en identifier les destructeurs et les en expulser. Les autochtones joueront ce rôle, car dans cette vision ethnocentrée et intéressée, leur absence de civilité risque de nuire à la nature. Dans cette logique, l'activité humaine souille effectivement la pureté de la nature originelle, représentation déformée d'un Éden perdu, Blanc 2020. Fondée sur un regard de ces airs produits de l'extérieur, où l'humain n'entre que de manière fugace, cette représentation, recoupant l'exploitation du milieu et sa conservation, s'est matérialisée avec l'apparition à la fin du XIXe siècle des parcs nationaux au Canada et aux États-Unis, puis s'est prolongée avec l'émergence de grosses ONG comme WWF, Conservation Internationale, etc. Établies principalement par les aristocraties européennes et états-uniennes, ces organisations sont nées d'une inquiétude de ces milieux sociaux exclusifs de perdre leur espace de chasse aux trophées. Cette passion a encore fait parler d'elle il y a peu, en Roumanie. En 2021, au prétexte fallacieux de débarrasser les habitants d'une petite commune d'une ours intrusive, le prince Emmanuel du Liechtenstein a abattu l'un des plus grands ours d'Europe, baptisé Arthur. Plus généralement, pour ces organisations, conserver la nature, c'est en exclure les habitants qu'ils soient agropasteurs, chasseurs-cueilleurs ou sédentaires. En échange, il faudra inviter des personnes extérieures au lieu, dotées d'un capital économique suffisant et consommateurs avisés de biodiversité et de superbes paysages. Ainsi, l'environnement sera-t-il préservé grâce à l'écotourisme et au permis de chasse? Faire venir des touristes en avion et leur faire goûter le spectacle de la nature perdue, voilà la solution proposée pour préserver le patrimoine naturel de l'humanité. Ce prisme est parfaitement adapté à cette autre face du capitalisme de la consommation de l'altérité de la nature, avec son empreinte carbone massive. Cette représentation du patrimoine naturel est celle d'un capital. Mais il y a ici une dissociation sous-jacente. La nature de l'autre ne peut être conservée que sans l'autre, car celui-ci est considéré comme un élément toxique de l'environnement. Le transfert de la responsabilité du capitalisme aux autochtones est certes surprenant, mais ancré dans les mentalités des bureaucraties de la vertu que sont ces ONG de conservation. Les institutions multilatérales suivent ce raisonnement à la lettre. Par exemple, l'ONU se propose de transformer 30% de la planète en aire naturelle protégée d'ici 2030. Cela dit, ces deux dispositifs peuvent être contestés ou investis par des mobilisations collectives. Le mouvement social faisant suite à la relance de construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en France, sur une zone constituée largement de zones humides et bocagères en donne un exemple intéressant. En mettant l'accent sur la zone à défendre et les luttes importantes qui ont eu lieu contre l'État, les médias ont occulté d'autres aspects du conflit moins spectaculaires, néanmoins décisifs. Outre l'occupation des bâtiments voués à la destruction, la construction de haies, l'exploitation de la terre, les collectifs opposés au projet ont tout fait pour saboter, Veblen 1919, l'expertise d'évaluation en biodiversité de cette zone humide. En échange, ils ont proposé leur propre contre-expertise, réalisé une analyse du foncier, suivi son évolution et réalisé un inventaire des espèces, Ralliant juin 2016. Cela présupposait l'usage de compétences spécifiques. C'est pourquoi des scientifiques et des juristes ont été mobilisés par des associations environnementales et par un comité d'élus locaux. C'est l'évaluation en capital biodiversité qui a été une clé du succès. Plus encore, une bataille a eu lieu dont l'objectif était le rachat de terres situées aux alentours pour contrebalancer la perte de biodiversité consécutive à la construction de l'aéroport, Ibidem. Celle-ci s'explique notamment par l'obligation légale de compenser par une surface double les espaces humides pour la perte de leur qualité de service écosystémique. Ces acteurs ont utilisé une palette large d'instruments et de niveaux de contestation.
À certains égards, ils ont investi la logique systémique de transformation de la nature en unité économique pour la subvertir. En ce qui concerne les parcs naturels, la première force de contestation des ONG de conservation est incarnée par d'autres ONG, telles que Survival International ou World Rainforest. Cette ancienne et importante organisation représente des dizaines d'organisations et de peuples autochtones à travers le monde. Elle a contesté la capacité des ONG de conservation et d'institutions comme l'UNESCO à protéger la nature. Plus précisément, elle va remettre en cause leur expertise en soutenant que les peuples autochtones sont les mieux placés pour assurer la protection de la nature. De plus, cette organisation pose la question des droits d'usufruit de l'environnement en faisant émerger l'opposition larvée entre organisations de conservation et populations locales. Par extension, elle interroge la légitimité de l'accaparement de ces espaces. En 2016, elle a déposé plainte auprès de l'OCDE contre WWF. Ce faisant, Survival International a mis en lumière la violence de ces processus, car la mise en place de parcs naturels peut être l'occasion de luttes parfois sanglantes et d'accaparement comme le montre l'exemple des Baka au Cameroun. Si la plainte a échoué, elle a cependant eu pour résultat de suspendre plusieurs aides d'État destinées à WWF. Certes, le discours de cette organisation qui lie ethnicité et territoire dans un patrimoine commun est partagé, quoiqu'à des fins très différentes, voire opposées, par plusieurs courants de l'extrême droite européenne. Le Rassemblement national soutient que l'attachement à l'environnement sera toujours plus important pour les habitants autochtones, implicitement les autochtones blancs, que pour les immigrés. D'où la nécessité de réduire ou d'expulser ces populations. Mais en même temps, Survival International fait émerger une logique de domination entre d'un côté les grosses ONG de conservation, les grandes entreprises capitalistes et les États, et de l'autre les peuples autochtones en posant la question des droits d'usufruit sur le territoire et la nature. Ces organisations mettent aussi en lumière les phénomènes d'appropriation-expropriation des espaces et l'accaparement de leurs richesses, conditions sine qua non de développement du capitalisme comme l'ont montré Karl Marx et Karl Polanyi. Contre toute attente, les contraintes écologiques ont accéléré ces phénomènes à travers le monde avec l'avancée du néo-extractivisme. Et les peuples autochtones et les ONG qui leur sont associés se trouvent très exactement au centre de cette lutte entre environnement et puissance économique. D'où la violence de ces luttes et parfois l'implication directe dans leur attaque par les pouvoirs publics comme aux USA sous la présidence de Donald Trump et au Brésil avec Jair Bolsonaro. Cela dit, protéger les autochtones et leur espace ne garantit pas le ralentissement du réchauffement climatique, ni même la décélération de l'intoxication de la planète, même s'il peut y contribuer. Il convient de souligner que la notion de patrimoine traverse de part en part ces nouvelles dynamiques. Pour l'extrême droite européenne, cela peut être la nation, ses traditions et le territoire naturel. Pour les entreprises capitalistes, il s'agit d'un patrimoine capital qu'il faut s'approprier sous peine de devoir mettre la clé sous la porte. Autrement dit, c'est un carburant séquestré dans le sol qui est l'objet de toutes les convoitises. On rappellera qu'en anglais comme en français, le mot patrimoine repose sur cet équivoque. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.